France Inter, le 18-20, Pierre Veille. Et c'est le téléphone sonne, deuxième partie jusqu'à 20h avec évidemment vos appels, vos questions, vos témoignages. Un déconfinement progressif commencera le 11 mai. Avec quelle garantie pour la santé, la protection sanitaire des salariés sur les lieux de travail? Comment minimiser les risques? Cela pose la question des masques, des gants, des blouses, des procédés de désinfection réguliers, des tests et de leur usage. Quelle protection aussi dans les transports en commun pour aller au travail? Que pensez-vous du débat qu'on entend souvent en ce moment? Comment gérer deux risques majeurs? Si on ne relance pas la machine économique, c'est le risque d'un effondrement de toute notre économie, la ruine générale, la récession et ses ravages. Mais si on redémarre, on prend le risque, faute de sécurité sanitaire parfaite, de contaminer à une large échelle avec de nombreuses victimes, ce qui est inacceptable. Pourtant, certains disent « il n'y a pas le choix, il faut reprendre le travail ». Y a-t-il un compromis possible entre la santé et l'économie? Dites-nous ce que vous en pensez. Interrogez nos invités. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Et pour vous répondre en ligne, et merci d'avoir accepté notre invitation, Céline Verzelletti, qui est secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Éric Rocheblave, qui est avocat au barreau de Montpellier, spécialiste du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Bonsoir maître. Bonsoir Pierre Veille. Et Gérald Demortière est l'invité du téléphone sonne, médecin du travail et médecin coordinateur de l'association AMTIF, Service Interentreprise de Santé au Travail. Gérald Demortière, bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. On va aller au standard. Anne nous écoute. Elle a appelé le 01 45 24 7000. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir. Posez votre question ou faites-nous part de votre témoignage. C'est plutôt une question. Voilà, je suis assistante pour élèves en situation de handicap, en l'occurrence un enfant autiste, et par ailleurs ayant eu une pneumopathie assez sévère. Et c'est un métier, on est obligé d'être proche de l'enfant pour pouvoir le gérer à chaque moment, à chaque instant. Donc je m'interrogeais comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre des moyens qui permettent, ce sont des enfants qui ont 7, 8, 9 ans, comment leur expliquer, comment moi me protéger en même temps? Est-ce que, étant sous contrat public mais pas titularisé, est-ce que j'ai éventuellement un droit de retrait par rapport à ma pneumopathie? Voilà. Réponse maître Rocheblave, Éric Rocheblave, avocat au barreau de Montpellier, spécialiste du droit du travail. Bonsoir Anne, merci pour votre question. Effectivement, le Haut Comité de santé publique a listé une série de personnes qui pourraient présenter un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19. Et effectivement, votre pathologie est listée dans cette liste établie. Et donc, les personnes qui sont placées dans cette situation-là doivent privilégier bien évidemment le télétravail, mais ça ne semble pas être le cas compte tenu de votre métier. Dès lors, je pense qu'un arrêt de travail devrait se profiler pour vous et être préférable pour ne pas vous exposer au risque de Covid-19. Maurice nous a envoyé ce courriel, je vous le lis. Je ne veux pas perdre la vie en la gagnant. Je travaille à Pôle emploi. Lorsque les bureaux de Pôle emploi vont ouvrir à nouveau, quelle sera ma sécurité au guichet? Que puis-je exiger comme mesure sanitaire de protection? Gérald Demortière, médecin du travail. Alors, je suggère à Maurice de se rapprocher de son service de santé au travail afin qu'il puisse établir avec son médecin du travail et l'équipe qui gravite autour du médecin des meilleures modalités de reprise au sein de l'entreprise. À savoir, le médecin pourra analyser le dossier spécifique de Maurice, voir ses points de vulnérabilité et parallèlement engager l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire sur quelles sont les modalités optimales de retour prises par l'entreprise. Il s'agit là de Pôle emploi. De façon à ce que l'entreprise, on ait vérifié que toutes les mesures aient bien été prises en termes d'hygiène des locaux, à quel moment les équipes vont se croiser, les distanciations
sociales, les solutions hydroalcooliques mises à disposition, etc. On peut les détailler, mais ce sont deux points fondamentaux. C'est à la fois les conditions réelles de travail auxquelles va être exposé Maurice et ses propres problématiques de santé qui seront étudiées individuellement dans le cadre du secret professionnel par le professionnel de santé qui en a la charge. Je résume les courriels que nous recevons sur le site de l'émission. On nous demande en gros la sécurité sanitaire dans les entreprises. En fait, est-ce que ça va être négocié au cas par cas dans chaque entreprise qui pourra décider de telle mesure ou de telle autre mesure? Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, ça va se passer de cette façon ? Eh bien, écoutez, en tout cas, nous espérons que ça se passe de la meilleure manière et nous sommes d'ailleurs très inquiets parce que d'ores et déjà, le droit de travail, bien évidemment, prévoit beaucoup de choses en matière de règles de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs et des travailleuses. Et il faut savoir que les employeurs ont une grande responsabilité vis-à-vis justement de la santé des travailleurs et travailleuses. Donc nous, ce que nous souhaiterions, c'est que ces employeurs, justement, remplissent correctement ces responsabilités. Et ce qu'on a pu voir pendant le moment du confinement, c'est que justement, généralement, malheureusement, les employeurs n'assumaient pas cette responsabilité, ne mettaient pas à disposition, d'une part, le matériel de protection pour les salariés, n'aménageaient pas les postes de travail pour permettre aux uns et aux autres, justement, d'effectuer les gestes barrières. Ne consultez pas non plus les instances des personnels pour évaluer justement les risques et mettre en place une organisation du travail qui puisse justement permettre une protection des salariés et une non-propagation du virus. Et ce qui nous fait peur aussi, c'est que dans le même temps, donc en grande majorité malheureusement des employeurs qui ne prennent pas leurs responsabilités en termes de santé, nous avons un problème aussi au niveau de l'inspection du travail qui, pour les inspecteurs du travail, ont énormément de difficultés pour remplir leur mission. C'est-à-dire que leur mission, c'est d'aller sur les lieux de travail, vérifier si justement les règles sanitaires sont respectées. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont entravés dans leur travail, et notamment, ce qui est assez hallucinant, par le ministère du Travail. Et nous avons un cas où justement, nous avons un inspecteur du travail qui a été mis à pied par son propre ministère, alors même qu'il dénonçait des règles sanitaires qui n'étaient pas respectées dans des entreprises. C'est-à-dire que lui, il faisait son travail et il souhaitait que les salariés puissent avoir les protections justement pour ne pas attraper le coronavirus ou le propager. Et finalement, on voit que le ministère du Travail, soutenu par ce gouvernement, préfère finalement soutenir les employeurs qui ne veulent pas s'encombrer de ces règles sanitaires et qui ont généralement, alors là je parle souvent de grandes entreprises, je ne parle pas forcément des petites entreprises ou des toutes petites entreprises, mais on l'a vu, ce qui s'est passé par exemple chez Amazon, on est obligé d'aller jusqu'au tribunal pour que ces employeurs appliquent les règles sanitaires qui sont prévues et qui doivent être appliquées, alors qu'on est quand même dans une période à risque, où il y a une pandémie, où il y a énormément de malades, où il y a des décès, et où on nous dit d'ailleurs de rester confinés, et que je pense que là l'objectif de toutes et de tous, c'est bien d'endiguer au plus vite la pandémie. Bien sûr. Et pour endiguer au plus vite la pandémie, il faut que ceux qui doivent aller travailler puissent le faire correctement avec la protection, et puis bien évidemment permettre à ceux qui n'ont pas besoin d'aller sur des activités essentielles, qui restent confinés. Et ça, ces responsabilités-là, qui sont du ressort et des employeurs et du gouvernement, nous, en tout cas, ce que nous constatons, c'est qu'elles ne sont pas remplies. Alors, imaginez-vous, sur le déconfinement, c'est pareil, il faut qu'il y ait un plan précis et sérieux de déconfinement pour permettre à ce qu'il se passe le mieux possible. Il faut qu'il soit discuté aussi avec les organisations syndicales et les délégués sur les lieux du travail. Mais si on ne veut pas que finalement remettre en circulation
circulation le virus et faire en sorte qu'il y ait une deuxième vague, il faut véritablement que les salariés puissent aller au travail en toute sécurité. On l'a bien compris. Merci. Ça demande donc du matériel de protection et aujourd'hui on n'a aucune assurance sur ce matériel et on a besoin aussi de tests, massifs. Oui. Et là c'est pareil, Madame... pour l'instant nous n'avons aucune assurance sur ces sujets-là. Très bien. Madame Verziletti, faites-moi des réponses pas trop longues parce qu'on a de nombreux appels au standard. Si tout le monde parle trop longtemps, on ne pourra pas aller au standard et lire aussi les courriels. Pardonnez-moi de faire ce petit rappel. On va retrouver Brigitte qui est à Lyon dans le 3e arrondissement. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir France Inter. Merci beaucoup pour toutes vos émissions passionnantes. Je suis une accro de France Inter. Je n'ai pas la télé. C'est le plus beau des compliments. Merci beaucoup. Allez-y, alors, Brigitte. Moi, je voudrais te poser la question des trajets. Oui. Ils se situent à plusieurs niveaux, les trajets quand on va au travail. Évidemment, les transports en commun, ça va être un véritable problème. Et admettons qu'on choisisse d'aller à pied si on a la chance de pouvoir aller à pied même pendant 1 heure pour aller au travail. Moi, je m'inquiète des comportements sur les trottoirs parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde sur les trottoirs, mais le peu qu'il y a, tout le monde ne respecte pas la distanciation. Il y a même des vélos sur les trottoirs qui vous passent devant. Enfin, ça, c'est l'habitude. Oui. Et donc, quand il y aura foule sur les trottoirs, comment va se passer cette distanciation ? C'est pas possible. Enfin, moi, je m'inquiète beaucoup plus pour ça que pour au niveau de l'emploi, du lieu de travail qui, à mon avis, va être sécurisé beaucoup plus. Gérald Demortière, médecin du travail, vous répond. Alors, je remercie Brigitte déjà de sa dernière phrase, à savoir que les entreprises seront mieux sécurisées que les trottoirs. Je suis complètement d'accord avec elle, enfin je veux dire avec toutes les nuances qu'on peut apporter, mais c'est vrai que là on est dans une problématique de civisme et non plus de santé au travail stricto sensu, même si le médecin du travail sera sensible aux aspects transport, et on le voit bien. Moi notre service se situe en Val d'Oise, et en Val d'Oise on se déplace plus facilement en voiture que des services intramuros Paris où le métro et où les bus sont plus utilisés, et ils ont effectivement aujourd'hui à cette heure moins de visites en présentiel que nous en réalisons en Val d'Oise, puisque nous assurons aussi des visites en présentiel actuellement pour recevoir les salariés qui justifient de visite. Maintenant, quant à la distanciation sociale nécessaire, c'est une problématique civique à laquelle là je ne peux pas répondre à titre personnel en tant que médecin du travail. Gérald Demortière, en tant que médecin du travail, un salarié vient vous voir, il dit moi pour aller au travail, je dois prendre le RER, je dois prendre le métro. Qu'est-ce que vous lui dites ? Obligation de porter un masque ? C'est le minimum, selon vous ? Alors, écoutez, d'abord, le médecin du travail ne se prononcera pas sur les équipements de protection nécessaires en dehors de la situation de travail. Il pourra lui conseiller. On attend effectivement l'arrivée de masques, je dirais, grand public. Ils ne sont pas encore homologués, on les a pas totalement testés, donc attendons. On n'est pas encore... Restons dans la phase de la stratégie du déploiement progressif. Là, j'ai l'impression qu'on se précipite un petit peu. On a encore un peu le temps de réfléchir. On a dit que le déconfinement, la première phase de déconfinement serait le 11 mai. On a encore le temps de réfléchir, et je pense plus on sera nombreux à réfléchir, y compris avec les partenaires sociaux dont on a besoin au sein des entreprises pour réfléchir à construire ensemble et avec les employés. Mais vous imaginez bien l'inquiétude des salariés qui vont reprendre le travail après le 11 mai avec ce déconfinement progressif. Certains n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de vélo, ils utilisent les transports en commun, ils peuvent se poser de nombreuses questions concernant leur santé, leur sécurité sanitaire sur le chemin du travail. Tout à fait. D'ici là, je pense qu'on aura réfléchi, et je le dis, probablement serons-nous un peu plus avancés comme certains pays asiatiques à avoir la nécessité de porter le masque grand public ou chirurgical systématiquement pour les déplacements. Là où il y a des risques de confinement, il est clair qu'une rame de métro ou un bus peut générer de la proximité avec du risque. Le masque adapté sera, à mon avis, une solution acceptable. Ce courriel, à l'instant, de Claire, je vous le lis. Je suis enseignante et inquiète des conditions de retour au travail dans nos écoles. Je suis prof en lycée, 2000 élèves en tout, et nous sommes 35 dans les classes, sans parler des croisements des élèves dans les couloirs, de l'accès à la cantine. Comment allons-nous être
protégée, je suis fonctionnaire, donc soumise au jour de carence. Puis-je espérer que cette journée soit supprimée en cas de contamination? Éric Rocheblave. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'appréhender la sécurité tant des enseignants que des étudiants, pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont les premiers à avoir été confinés. On pense que dès l'annonce du confinement, les élèves et leurs enseignants ont été appelés à se mettre en retrait. Ce n'est qu'ensuite les restaurants, les hôtels, les bars ont été fermés. Et il paraît difficile de déconfiner immédiatement ceux que l'on considérait a priori comme les plus vecteurs de ce virus. Donc nous dire aujourd'hui, sans qu'il y ait de considération scientifique, que les élèves ne seraient pas plus vecteurs que les adultes, alors qu'ils l'étaient il y a moins de 30 jours, ça peut effectivement mettre le doute dans l'esprit des enseignants, et beaucoup d'enseignants sont inquiets. Mais quels sont les droits des enseignants maintenant qui vont reprendre le travail après le 11 mai et qui s'inquiètent pour leur sécurité sanitaire? Que peuvent-ils exiger, que peuvent-ils demander avant cette rentrée, donc de retrouver des centaines, des milliers d'élèves? Eh bien, tout simplement demander le respect des mesures qui sont préconisées par le gouvernement, à savoir la distanciation sociale. Il est évident que dans des classes surchargées de 30 ou 35 élèves, où les élèves sont à moins de mètres les uns des autres, la distanciation sociale n'est pas respectée. Alors, dédoublement des classes, ça peut être une solution, mais bien évidemment, on ne peut pas exiger du public une distanciation d'à plus d'un mètre des uns des autres et tolérer dans les classes que les élèves soient d'épaule à épaule. Donc ça, c'est une première condition. Ensuite, il faut non seulement respecter les mesures de distance, mais également les mesures d'hygiène, de barrières sanitaires, et notamment le lavage des mains. Quand on sait que de nombreux établissements scolaires ne sont pas dotés d'eau ou de savon pour que les élèves en temps habituel puissent se laver les mains, il va falloir que si on prévoit une reprise des écoles le 11 mai, qu'il y ait des mesures qui soient prises en ce sens-là, qu'il y ait la possibilité pour les élèves et les enseignants de se laver les mains. Et si bien évidemment il n'y a pas tout cela, les enseignants seront légitimes à faire valoir leur droit de retrait. C'est la question que je voulais vous poser justement. Les enseignants peuvent faire valoir leur droit de retrait s'ils estiment que les mesures élémentaires de sécurité ne sont pas efficaces. Tout à fait, tout à fait. Au standard, François à Lyon nous écoute et veut participer à notre émission. C'est très bien. Bonsoir François. Bonsoir France Inter. Merci de prendre ma question. Allez-y. Voilà, moi j'ai une petite réflexion sur les problèmes que pouvait poser un double discours qu'on peut entendre en ce moment, à savoir une volonté du gouvernement de rester confiné pour éviter une propagation du virus Covid-19, et ça on l'entend bien, c'est naturel, et un discours en parallèle qui incite à reprendre le travail, sachant que voilà, il y a le gouvernement a édité des fiches pratiques dans certains domaines, grande distribution en particulier, au niveau des caisses, par exemple. Dans le bâtiment, on a également un guide qui est paru, où on a des mesures de prévention qui sont très nombreuses. Et je m'interroge par rapport à la notion de responsabilité qu'on serait tenté de faire porter aux chefs d'entreprise ou aux maîtres d'ouvrage, par exemple, dans un contexte qui est très tendu. Et voilà, je trouve que ça freine un petit peu peut-être une reprise du travail, même s'il faut bien évidemment préserver la santé des salariés. Mais voilà, dire attention, si demain un salarié tombe malade chez vous, on va peut-être venir vous embêter derrière et chercher votre responsabilité. Je trouve que c'est peut-être un peu dommageable et ça manque peut-être un peu de pragmatisme. Alors, qu'en pensez-vous ? Réaction de maître Éric Rocheblave, avocat au barreau de Montpellier et spécialiste du droit du travail. Alors, merci François pour votre question. Effectivement, la responsabilité des employeurs est grande dans cette situation puisqu'on leur demande beaucoup. On leur demande effectivement de prendre des mesures en vue de sauvegarder la santé des salariés, de prendre des mesures complémentaires de nature à prévenir ou de limiter les conséquences de l'exposition au risque du Covid-19. Et en contrepartie, s'ils ne prennent pas ces mesures-là, s'ils ne prennent pas font pas d'action positive de prévention pour ces risques, ils exposent leur responsabilité, et leur responsabilité est grande, puisque effectivement, si un salarié rapporte la preuve
qu'il a contracté ce virus sur son lieu de travail et que son employeur n'a pas pris les mesures à la hauteur pour l'en protéger, il peut rechercher la faute inexcusable de son employeur avec toutes les conséquences économiques que cela engendre. Ce qu'il faut retenir dans cette situation, dans la perspective de la reprise de l'activité à partir du 11 mai, c'est vraiment une situation de dialogue entre les employeurs et leurs salariés, entre les employeurs et les représentants du personnel pour, d'une part, évaluer les risques, adaptés à chaque situation d'emploi, à chaque situation, à chaque poste, évaluer les risques, agir sur ces risques-là et ensuite contrôler les actions qui sont mises en place. Et c'est vraiment une concertation entre les employeurs et les salariés pour que, d'une part, les salariés soient rassurés d'aller travailler dans des mesures de sécurité les plus avancées et que les employeurs puissent être sereins sur les éventuelles responsabilités qui pourraient être recherchées à leur encontre par la suite. Gérald Demortière, médecin du travail. Oui, merci à François de cette remarque et des conseils de notre avocat. Et je rajouterai volontiers, ne restez pas seul, François. Vous avez votre service de santé au travail à vos côtés. N'hésitez pas à le solliciter. En cette période, nous sommes plus qu'à votre disposition pour vous aider à construire le retour progressif et en sécurité de vos salariés. Voilà, nous nous engageons auprès de vous dans le cadre de nos 4 missions et en particulier celle de conseil et de suivi individuel des salariés. Voilà. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, sur cette pression sur les employeurs, sur les chefs d'entreprise par rapport à la sécurité des salariés. Et si un salarié tombe malade, victime du Covid-19, il peut peut-être attaquer le chef d'entreprise en disant voilà, les protections sanitaires n'étaient pas suffisantes. Oui, bien sûr, comme l'ont dit les prédécesseurs, bien évidemment, l'employeur a des responsabilités, il doit mettre en place les mesures de protection, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour ça aussi, et il a raison, parfois et à des moments, il est peut-être impossible aussi d'appliquer précisément les protections maximales, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où l'épidémie circule encore beaucoup, on est au niveau d'un plateau. Nous, ce que nous préconisions à la CGT, c'est que certaines activités soient carrément suspendues, celles en tout cas qui ne répondaient pas à des besoins vitaux et qui ne répondaient pas à la lutte qu'on doit mener justement contre la pandémie, parce que il n'était pas possible justement de permettre cette protection et que finalement laisser aller les salariés sur des lieux de travail, eh bien, ça ne pouvait encore que faire, en tout cas, accélérer la circulation du virus, et que là, justement, cette période de confinement, si elle veut qu'elle soit la plus courte possible et la plus efficace, il fallait justement arrêter un grand nombre d'activités. Lesquelles ? Même un employeur ne pouvait pas mettre la sécurité suffisante pour éviter la circulation du virus. Bon, ça n'a pas été le choix du gouvernement, justement, d'être ferme sur la fermeture de certaines activités. Je trouve que c'est dommageable. Et pour le déconfinement, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, il faut une reprise du travail, comme ça a été dit aussi, ça se prépare longtemps à l'avance, il faut évaluer les risques, il faut aménager les postes de travail, et ça s'est fait aussi, bien évidemment, en concertation avec les salariés et les organisations syndicales et les instances qui existent justement sur les lieux de travail. Vous parlez d'arrêter certaines activités, lesquelles par exemple, selon vous, quelles activités devraient s'arrêter et ne sont vraiment pas indispensables, et cela pour très longtemps? Pour très longtemps, je ne sais pas, mais au moins là, pendant la période de confinement, déjà, vous avez bien vu, je reprends par exemple l'exemple d'Amazon, où justement c'est le tribunal finalement qui a imposé certaines choses et qui a dit à Amazon, eh bien, vous ne devez plus que livrer les produits de première nécessité, c'est-à-dire par exemple l'alimentation et les produits d'hygiène. Lorsque vous voyez que Airbus continue à produire, lorsque vous voyez
au niveau de l'industrie automobile, au niveau des chantiers aussi, ils peuvent être suspendus parce qu'aujourd'hui, ils ne répondent pas à des premières nécessités ou ils ne servent pas justement à endiguer la pandémie. Donc, elles doivent, ces activités, être suspendues très provisoirement, bien évidemment. Et par contre, ce qu'il faut mettre en place à côté, c'est permettre aux salariés d'être en chômage partiel et permettre à ces salariés de n'avoir aucune perte de rémunération. Parce qu'autrement, en effet, il va y avoir des difficultés graves économiques. Mais vous êtes... Oui. Mais est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des négociations entre les syndicats et les directions pour se mettre d'accord sur des mesures sanitaires strictes et à ce moment-là, on peut reprendre le travail? Eh bien, je pense que là, pendant la période vraiment du confinement, où, comme je l'ai dit, l'épidémie est d'un haut niveau, c'est-à-dire que le virus circule énormément, il faut absolument suspendre les activités donc qui ne répondent pas à des besoins vitaux. Les suspendre pour permettre à un maximum de personnes d'être confinées. Plus de personnes seront confinées, moins de personnes prendront les transports en commun, iront sur les lieux de travail, et plus vite l'épidémie sera endiguée, et donc plus vite le confinement se terminera. Et par contre, ensuite, préparons en effet ensemble et suffisamment à l'avance, mettons en place un plan de déconfinement progressif. Lorsque l'épidémie sera à un niveau très bas, c'est-à-dire qu'il y aura quasiment plus de circulation du virus, recommençons à ouvrir justement toutes les entreprises et permettons aux gens d'aller sur leur lieu du travail, mais toujours quand même en ayant des précautions. Et les précautions, ça a été dit, c'est le port du masque, mais c'est aussi des tests, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir tester massivement parce qu'il y a des personnes qui peuvent donc être positives. Ces personnes-là, elles ne doivent pas retourner au travail. Il y a des personnes qui sont toujours malades, qui bien évidemment ne doivent pas revenir sur les lieux du travail. Et c'est en isolant justement les quelques personnes qui seront ou qui peuvent être soit asymptomatiques, soit qui ont des symptômes, ces personnes-là, il faut absolument les isoler très rapidement pour éviter une nouvelle circulation du virus et pour éviter une deuxième vague finalement. À Montauban, Florence est avec nous. Bonsoir Florence. Bonsoir. Vous êtes sur l'antenne. Oui, alors donc je suis médecin généraliste à côté de Montauban. J'appelle pour revenir sur ce qui a été dit au premier témoignage à la dame qui travaille auprès d'enfants autistes et qui a développé une pneumopathie. En fait, nous, depuis le début de la semaine au cabinet, on a énormément de patients qui appellent, qui sont porteurs des pathologies listées comme étant à risque de complications du coronavirus. Et ce sont des gens pour qui, effectivement, c'est assez schizophrénique, cette reprise du travail, qui nous disent, mais une institutrice, un ouvrier, un préparateur en pharmacie, qui nous disent, mais on ne peut pas reprendre le travail à partir du 11 mai, on est à risque, il faut nous mettre en arrêt. Et donc, moi, je leur explique que, étant donné que cette épidémie va probablement durer encore plusieurs mois, peut-être 3 à 6 mois, peut-être même plus, qu'on n'a pas encore développé de vaccin et qu'il est probable qu'on n'en aura pas avant un petit moment, qu'il va falloir, en fait, reprendre le travail, vivre avec cet ennemi invisible, comme on vit avec énormément de dangers quand on prend la bagnole ou autre, en respectant bien sûr le plus possible les mesures barrières, en espérant que les entreprises jouent le jeu, mais qu'en fait il va falloir retourner au travail. Donc est-ce qu'effectivement il va falloir garder ces gens-là sous cloche, parce qu'ils sont quand même très très nombreux, il va falloir les garder en arrêt maladie jusqu'à ce qu'on développe un vaccin. Je n'étais pas tellement d'accord avec la réponse de votre avocat. Gérald Demortière, médecin du travail. Après, on interrogera l'avocat, Éric Rocheblave. Gérald Demortière. Oui, je remercie Florence pour son intervention, elle qui vit au quotidien justement ces questions avec des hommes et des femmes inquiets sur leur santé. Évidemment qu'on ne pourra pas tenir comme ça ad libitum, et on est bien sur la nécessité de redéployer progressivement les hommes et les femmes vers le travail avec toutes les conditions nécessaires qui leur permettent, malgré leurs antécédents, et ce sera évidemment évoqué lors de l'échange avec le médecin du travail au cas par cas. On a des recommandations, on a des informations qui nous viennent d'universitaires qui ne cessent de travailler, on a des informations de la DGS, de la DGT, et on a des recommandations de la Société française de médecine du travail. On les a, ces cas-là. Effectivement, réfléchir à ce qu'est une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale. On l'analysera au cas par cas et en croisant les données mises en place dans chacune des entreprises concernées. Qu'est-ce qui est mis en place ? Est-ce que le plan de prévention spécifique Covid est digne de ce nom ?
Voilà, donc au cas par cas, ce sera notre boulot de l'analyser. Éric Voilà, Rocheblave, avocat au barreau de Montpellier, spécialiste du droit du travail. Merci Florence pour votre témoignage de médecin. Effectivement, comme vous le soulignez, ces affections sont mentionnées, sont listées par le Haut Comité de santé publique. Et vous pouvez vous rendre sur le site internet du ministère du gouvernement et vous verrez qu'il y a une petite fiche qui vous écrit noir sur blanc que les salariés dits à risque, donc qui sont listés par cette liste est mise à jour régulièrement sur le site du ministère de la Santé, doivent être placés en télétravail ou en arrêt de travail en se connectant sur déclareamélie.fr. Donc effectivement, les médecins traitants sont encouragés à placer les personnes à risque en arrêt de travail. Et moi, personnellement, j'invite les personnes qui ont des difficultés avec leur médecin traitant, qui ne les placeraient pas en arrêt de travail alors qu'elles présentent les symptômes qui sont listés par le ministère de la Santé, de former éventuellement des recours. Elisabeth est avec nous. Bonsoir Elisabeth. Vous êtes à Bordeaux, si je lis bien mon ordinateur. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, allez-y, bonsoir Elisabeth. Pierre, bonsoir à tout le monde et merci de prendre mon appel. Je vous appelle parce que voilà, je représente une catégorie professionnelle qui n'est pas du tout statique, les commerciaux. Moi, je travaille pour un laboratoire auprès des pharmaciens qui respectent très bien les gestes barrières, puisque très souvent mes clients sont avec une ouverture de guichet de nuit pour servir leurs patients. Et la question que je me pose, c'est que l'on va aller de pharmacie en pharmacie durant la journée, donc pour voir nos clients, pour faire nos commandes, préparer nos marchés. En même temps, la question profonde, c'est pas uniquement ma protection, c'est est-ce qu'on ne va pas véhiculer non plus le virus si malencontreusement on rencontre des patients dans la pharmacie qui ne vont pas respecter les gestes barrières, qui vont nous inoculer ce méchant virus et que l'on va peut-être propager nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les commerciaux en pharmacie ou d'ailleurs dans d'autres commerces? Merci pour votre réponse. Qui veut répondre? On ne se voit pas puisque nos invités sont au bout de ligne numérique. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Alors, j'ai pas bien compris la question en fait, excusez-moi, mais à un moment donné, j'ai pas entendu. Notre auditrice parlait de la distance entre les gens qui sont dans des officines et il y a les clients et les personnes qui les reçoivent et souvent les distances sont très courtes et il n'y a pas de véritable protection. Comment faire? Gérald de Mortière, médecin du travail. Écoutez, bien sûr que le cas particulier des commerciaux qui vont dans des endroits entre guillemets plus sensibles doit être pris en compte là aussi avec l'aide de son service de santé au travail. Est-ce que les équipements de protection individuelle sont fournis par l'employeur, à savoir effectivement des masques dignes de ce nom, au moins de type chirurgical, voire des gants, pour ces moments où elle passe un certain temps dans l'officine. Mais on peut tout à fait envisager que pour ces métiers-là, il y ait la condition sine qua non d'équipement de protection individuelle digne de ce nom. Et est-ce qu'on peut exiger, est-ce que des salariés ont le droit d'exiger par exemple des séparations, une séparation en plexiglas sur le guichet? Éric Rocheblave, avocat. Alors, effectivement, donc, lorsqu'un salarié a lui-même fait l'évaluation d'un risque, il le rapporte à son employeur. En concertation avec son employeur, qui doit lui-même a l'obligation d'évaluer les risques, face à cette évaluation, face à ce risque qui est rapporté, face à cette difficulté, son employeur doit agir et donc doit lui apporter des réponses en concertation, effectivement, puisque son travail est itinérant, elle rencontre plusieurs personnes, plusieurs entreprises, elle va dans différents secteurs d'activité, différents emplois, et donc elle est confrontée à des situations différentes et son employeur doit faire face à ces différentes situations et doit lui apporter des réponses et doit être en mesure de lui donner des mesures de protection particulières à chaque difficulté qu'elle rencontre. Céline Verzelletti pour la CGT. Oui, tout à fait. Je vais dire un petit peu la même chose. En effet, elle doit vraiment avoir du matériel de protection. On doit pouvoir lui assurer justement que sur chaque lieu où elle se rendra, elle peut justement être protégée, bien évidemment, et effectuer ces fameux gestes barrières. Alors c'est vrai que, mais ça malheureusement, on le constate dans d'autres professions. Les gestes barrières,
parfois, ils sont quasi impossibles. Et c'est là où il y a quand même une forte inquiétude de nombreux salariés. Hein, parce que vous parliez tout à l'heure, juste pour rebondir 5 secondes, mais sur l'ouverture des crèches, sur l'ouverture des écoles, enfin, les gestes barrières dans une école et dans une crèche, ça va être quand même particulièrement très compliqué. Ça va être quasi impossible avec les tout petits de garder une distance d'un mètre, d'un mètre 50. Ce n'est absolument pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir au moment où on permet aux gens de revenir sur leur lieu du travail. Je pense qu'il faut vraiment évaluer les risques avant de prendre des décisions qui seraient complètement irresponsables et qui pourraient avoir pour effet de relancer justement l'épidémie. Gérald Demortière, rapidement, 30 secondes, médecin du travail. Oui, juste en complément, l'équipement de protection individuelle adapté pour la commerciale en question, c'est peut-être prescrit par le médecin et cette prescription s'imposera de fait à l'employeur. Voilà. Merci à nos invités Céline Verzelletti, Éric Rocheblave et Gérald Demortière.